Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons aujourd'hui décerner un peu en avance les trophées de la saison régulière, le coach de l'année, le meilleur sixième homme, la meilleure progression, etc. On va même oser parler du MVP, grand fou que nous sommes. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de saluer Elvis Rocan, auteur et traducteur de multiples ouvrages sur la NBA. Bonjour Elvis. Salut Josh, c'est ravi de te retrouver. Oui, tu étais déjà venu il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, je crois. Oui, c'est ça, ouais. On avait parlé un petit peu des surprises du début de saison, donc il y a peut-être des choses qu'on va recouper aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc toi, comme je disais dans l'introduction, tu as écrit énormément de livres. Est-ce que tu as des livres qui sont en cours d'écriture en ce moment? Alors là, non, je suis en train de suivre la saison NBA, de prendre des notes pour la future édition des 50 stars de la NBA. J'en ai déjà écrit donc 3 éditions. La dernière est sortie au début de saison 2022-2023. Donc là, il y en a un autre qui est dans les tuyaux. Et donc, il y a un petit peu moins d'un an, là, j'avais écrit un livre qui s'appelait Les 100 choses que tout fan de NBA doit savoir avant de mourir. Donc, qui regroupe plein de petites histoires sur l'histoire de la NBA et pourquoi on l'aime tant. Ouais, c'est toujours le bon moyen de se faire une culture générale, quoi. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que toi qui fais des ouvrages comme ça un peu tous les ans, sur les 50 meilleurs joueurs, sur les saisons NBA qui se courent, j'ai hâte d'avoir ton avis sur cette saison NBA. Est-ce que tu la trouves... est-ce que pour toi, ça va être plus ou moins difficile? Est-ce que ça a été plus ou moins difficile pour toi de te plier à l'exercice que je t'ai demandé de faire, à savoir décerner les trophées? Voilà, alors, pour planter un peu le décor, j'ai regardé de mon côté les sondages qui ont été faits auprès des médias. Alors, le site Fan Nation a réalisé un sondage au moment du All-Star Break auprès de 25 membres des médias américains pour les sonder sur les trophées. La NBA, début janvier, a réalisé son propre sondage auprès de 30 journalistes et éditorialistes à la mi-saison. Donc début janvier, c'était au moment où on avait passé la barre des 41 matchs. Voilà, toi, je t'ai demandé pour chaque trophée de me donner 2 noms pour tes favoris. Alors, il y aura quelques exceptions, hein, notamment le MVP. On va pas donner les 2 noms, on va parler directement des 3 favoris, hein, Oui, c'est qui sont rapide. assez connus aujourd'hui. Voilà, et j'aimerais ne pas. On a déjà pas mal parlé du MVP dans ce podcast, étant donné la controverse que c'est devenu depuis le All-Star Game. Voilà. Et donc on va comparer tout ça. Alors pour le MVP justement, si on reprend le site de Fan Nation, donc après le All-Star Game, c'était Nikola Jokic qui arrivait largement en tête. Donc sur 25 votants, 17 avaient donné leur voix pour Jokic, 4 pour Antetokounmpo, 3 pour Joel Embiid, 1 pour Luka Doncic. Et ce qui est très marrant, c'est que pour le titre de MVP, euh, à la mi-saison pour la NBA, le premier qui arrive en tête à l'époque, c'est Luka Doncic qui arrivait en tête avec 43% des votes exprimés. Deuxième, c'était Nikola Jokic, 40%, suivi de Antetokounmpo et ensuite Jason Tatum. Kevin Durant avait également récupéré 3% des votes, pas du tout de Joel Embiid dans ce résultat-là, ce qui est assez marrant, je trouve. Elvis, d'abord ton sentiment général sur la passion que déchaîne cette discussion autour du titre de MVP. Ouais, comme on en parlait hors antenne, je pense que cette fausse controverse entre guillemets fait partie un petit peu du storytelling à l'américaine. On peut pas donner un trophée dès la mi-saison à un joueur, Jokic pour pas le nommer. Et il voulait un petit peu de suspense, je pense, un petit peu aussi relancer la machine à débat. Mais après, c'est vrai que ça va être difficile là, à ce moment-là de la saison, même s'il y a un petit coup de mou de Denver en ce moment, là, de pas donner à Jokic son titre de MVP. Hein. Je comprends les choses qu'on puisse lui reprocher. Tu vois, moi je m'étais noté voilà une défense qui est bonne, mais qui est pas forcément aussi impactante que celle de Giannis ou de Joel Embiid. Il y a une lassitude des votants, même si ça c'est un petit peu encore un autre débat, de donner 3 fois le titre de MVP au même joueur. Alors qu'on sait que c'est un trophée de la saison et pas forcément de la carrière. Il n'y a pas de titre NBA aussi, même si encore une fois on parle d'un trophée de la saison. Donc il y a toutes ces petites choses-là qui ont été remises sur la table et ça occulte l'énormitude du jeu de Jokic et l'impact qu'il peut avoir sur les résultats de son équipe, qui est pour moi la définition du MVP. Quelle est la valeur ajoutée de Jokic à son effectif, lui qui joue sans All-Star à ses côtés et qui est premier de la conférence Ouest.
Et c'est tout à fait ça. En fait, tu soulèves deux points qui sont excessivement importants dans le débat autour du MVP. Le MVP, on a trop tendance, j'ai l'impression, à voir ça comme le trophée qui désignerait le meilleur joueur de la ligue. Or, euh, il y a toujours eu quelque part peut-être cette erreur de traduction ou de compréhension vis-à-vis de ce trophée. C'est le most valuable player, c'est-à-dire la valeur qu'apporte un joueur à son équipe, au collectif, et comment il impacte les résultats de son équipe. Et Jokic, effectivement, ça va être. Enfin, autant l'an dernier, on pouvait se poser la question, malgré que la valeur ajoutée qu'il apportait à son équipe était indéniable. Cette année, il tourne avec un triple-double en moyenne, il domine les stats avancées, et ça, on pourra en reparler tout à l'heure, parce que je trouve que Jokic, étant donné son écrasante domination des stats avancées, nous pousse quelque part à nous interroger sur le poids qu'on met dans ces stats-là pour ces discussions-là, en fait, la discussion du MVP et qu'est-ce qu'on met derrière par rapport à la réalité du terrain et de ce qu'on voit quand les joueurs jouent et qu'on les regarde jouer, quoi. Il joue, comme tu l'as dit, sans All-Star à ses côtés, ce qui est quand même très important. Et quand tu vois les plus-minus, avec Jokic sur le terrain, Jokic hors du terrain dans les résultats des Nuggets, c'est quand même fou l'impact qu'il a, quoi. Même sur tous les joueurs de son équipe, dès qu'il est sur le terrain, il rend absolument tous les joueurs de son équipe meilleurs. Et aujourd'hui, les Nuggets sont numéro 1 à l'Ouest. Il a, enfin, je veux dire, sa candidature pour le titre de MVP est en béton armé et ça va être très compliqué de pas lui donner. Maintenant, moi, ce que je regrette là-dedans, c'est tout le monde lui est un peu tombé sur la gueule à la fin du All-Star, enfin après le All-Star Game, en essayant de démonter son cas de façon parfois que j'ai trouvé assez malhonnête, euh, alors qu'il y a une discussion je continue et je persiste à le dire, qui est très intéressante entre lui, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Ouais, c'est vrai, et comme je te disais, je pense que ça fait partie du storytelling. On voulait aussi un petit peu peut-être contrebalancer avec la conférence Est, voilà, peut-être faire un petit duel à distance entre les trois pivots, les trois big men, sachant que les trois meilleurs joueurs, enfin les trois joueurs en tête pour ce trophée-là sont trois big men, trois non-américains. Donc voilà, je pense qu'il y avait toute une petite histoire à monter autour de ça. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que de jouer pour moi sans All-Star ou sans All-NBA à ses côtés ajoute grandement à son dossier. Embiid, tu vois, le petit malus que je mettrais sur son dossier, c'est que paradoxalement, il joue avec un autre franchise player, il joue avec le meilleur passeur de l'NBA, James Harden, qui a plus de 20 Ancien points par match, MVP. ancien MVP. Donc je veux dire, il est son impact est voilà, James Harden fait aussi bien jouer ses coéquipiers, tu vois. Bon, Jokic n'a personne entre guillemets hormis Murray, Michael Porter Jr., d'autres joueurs, mais qui sont pas revenus à leur Mais niveau. oui, qui sont pas All-Star. Et quelque part, ce qui est assez étonnant avec Embiid, c'est que son efficacité n'a jamais été aussi bonne que depuis qu'il joue avec James Harden. Eh Et oui. l'impact de James Harden sur ses statistiques est assez énorme. Et James Harden, quand il est sur le terrain, a quasiment un impact similaire à celui de Joel Embiid. Euh, On attaque peut-être du moins déjà. Ce qui est assez intéressant quelque part dans ce Ouais. débat-là. Et voilà, On ouais, oublie en fait l'impact de James Harden dans cette histoire, oui, il est dans cet plutôt argumentaire. discret, voilà, c'est clair. Donc Yanis, même chose, il est entouré de All-Stars et Il est plutôt discret, James Harden. En même temps, il est meilleur passeur de la ligue. voilà. C'est un des meilleurs playmakers de l'histoire de la NBA, clairement. Je veux dire, le mec enfin, il y a un niveau. Mais voilà, je veux dire dans le par rapport à ça, c'est que c'est vrai Le fait qu'il soit pas All-Star cette année voilà, on l'éclipse dans juste une honte absolue en fait pour moi. James Harden devait être All-Star quelque part. Il est assez éclipsé là dans cette histoire là de course au MVP ou de All NBA ou d'honneur de fin de saison, je trouve. Ouais, tout à fait. Et Giannis, voilà, Giannis, on peut dire, il y a plein d'arguments pour lui. Son équipe est première de la ligue. Le collectif, enfin, il a joué. C'est un des meilleurs défenseurs de la ligue également. C'est aussi ça l'argument pour Embiid et Giannis Antetokounmpo, c'est de dire, ce sont des two-way players. Ils sont très bons en attaque et en défense, contrairement à Jokic qui est absolument irréel en attaque, mais qui est moins bon en défense. Bien que, encore une fois, les stats avancées nous disent qu'il n'est pas du tout atroce Non, bien défensivement. sûr, bien sûr. Voilà, donc. Qu'est-ce qui tient du système, qu'est-ce qui tient des joueurs qui l'entourent et ainsi de suite. Après, on peut pinailler loin et très longtemps sur tous les détails. Mais bon, voilà, Giannis,
Il a été un pilier de son équipe pendant l'absence prolongée de Chris Middleton, pas Kate Middleton, qui joue pas encore au basket en NBA. Bon, après, voilà, ses stats dans le clutch, elles sont pas très bonnes. Euh, il est entouré défensivement. Il y a toujours eu Drew Holiday, il y a toujours eu Brook Lopez. Drew Holiday, si tu regardes, pareil, son plus-minus, son impact quand il est sur le terrain dans les résultats des Bucks, il est très important. Brook Lopez, sa saison défensive, on va sûrement en parler tout à l'heure. Oui, je Elle est pense, oui. absolument exemplaire. Bon, voilà, il y a aussi, il est très bien entouré, Giannis. Et Giannis, pour le coup, lui, je pense qu'il est dans la discussion est-ce que c'est pas, enfin, où il se situe dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de la ligue. Mais le MVP, c'est pas vraiment ça, en fait. Tu vois Non, ce que je veux ouais, dire? c'est exactement, oui. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, Giannis je pense, c'est celui des trois qui est le mieux entouré. Et Oui. pour moi, il n'a pas besoin d'élever autant ses coéquipiers que Jokic, par exemple. Ce qui fait des Donc, Bucks un des ultimes favoris pour le titre. Alors que voilà, les Nuggets et Jokic, autant j'adore ce joueur et j'adore cette équipe, autant je me dis, waouh, il y a quand même beaucoup de problèmes à régler, notamment défensifs, c'est quoi. ça. Ouais, mais pour le coup, on bascule là sur le côté valuable où, pour moi, Jokic l'est plus que Yanis Mhm. au sein de son collectif, quoi. Complètement. Yanis qui va, il tourne à plus de 30 points, 11 rebonds, 5 passes, ça va être le 5e joueur de l'histoire à atteindre ce niveau de performance. Bon, Mm. voilà, ils ont tous les trois quand même des cas très, enfin il y a beaucoup de Ouais, des choses à dire dossiers sur très, tout, très, voilà, très, très étoffés. très solides. Et Mm. je suis content au final de voir que ce débat du MVP, j'ai pas souvenir que ça soit à ce point animé et controversé quelque part, surtout aux États-Unis où vraiment c'est parti vraiment dans des trucs qui, de mes yeux, Ouais, c'était un peu abject, mais je pense aussi le fait du le triple. niveau des débats, mais Ouais, après, il y a toujours le côté, voilà, le tri 3 fois de suite. Est-ce que c'est pas un peu trop, est-ce que c'est pas un peu abusé? Moi, enfin, oui, nous, c'est peut-être ça. Ouais. Européens, on se pose pas trop cette question-là, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, pour eux, ils sont tellement attachés à la tradition et Et à l'histoire. voilà, à l'histoire, les premières fois dans l'histoire qu'un tel a fait ci ou ça. Tous les jours, tu vois des stats ressortir sur, comme tu l'as sorti là sur celle de Giannis, par exemple, il y a quelques secondes. Là, on va dire, voilà, c'est la première fois qu'un triple MVP n'a pas été champion NBA ou je ne sais quoi d'autre encore. Après, on s'en fout un petit peu du moment que, Mhm. qu'il est le MVP, tu vois. Oui, On sachant que devrait remettre à zéro à chaque oui, oui. fois, à chaque début de saison, quoi. Le concurrent de Jokic le plus sérieux aujourd'hui, selon les bookmakers, c'est Joel Embiid. Joel Embiid n'a jamais dépassé les demi-finales de conférence. Voilà. Donc, Donc, les titres sont pas à prendre en compte non plus. si tu commences à prendre les performances en playoff et les titres et tout ça, bon. Mm. J'ai l'impression que Joel Embiid, il y a un espèce de consensus pour dire il mérite un titre de MVP, ce qui est tout à fait vrai. Et si tu regardes historiquement les trophées de MVP et qui était second, voire troisième dans les votes chaque année, il y a beaucoup de choses à redire, il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on oublie de dire que ça fait pas si longtemps que ça que les votes sont publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste ne peut pas faire n'importe quoi et être protégé par l'anonymat. Il y a aussi Oui. ça qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, les journalistes qui votent, leur vote va être rendu public et ils vont être quelque part, pour leur crédibilité, obligés de justifier leur choix et leur sélection. Et tu peux plus dire, tiens, je suis journaliste pour tel canard qui suit telle équipe, et ben je vais voter pour mon gars parce que c'est mon gars que j'aime bien, quoi. Ça se Voilà. passe plus vraiment comme ça, en fait. Et non, là, on peut plus se cacher derrière ça. Ouais. Enfin, voilà, ça me semblait important de souligner tout ça. On va passer au coach de l'année. Je tiens à souligner que le titre de MVP, c'est le trophée Michael Jordan, hein, pour la première fois Oui. de la saison. Je dis ça parce que j'ai noté les noms de chaque trophée Ouais, à oui, côté oui. des Alors, trucs. tu sais que Jokic a déjà récupéré un Michael Jordan Trophy, en fait, hein. L'année dernière, ils Ah lui ont ouais, donné, ouais, ouais, ils l'ont donné au début de saison, donc c'était en d'accord. toute discrétion dans le vestiaire, donc voilà, c'était un petit peu, Ok. ouais, donc c'était lui. Ouais. On va parler du trophée coach de l'année, le trophée Red Auerbach, ancien coach des Celtics de Boston. Voilà, je vais te laisser me dire quels sont pour toi les coachs, enfin ton coach ou les deux coachs qui te semblent les plus méritants cette saison, selon toi. Moi, j'étais parti sur Mike Brown des Kings à Ouais, Sacramento. pareil, ouais, pareil. Voilà. On est d'accord là-dessus. Voilà. Je peux te donner vite fait le Ouais, résultat des le votes de vote, Fan ouais, Nation. bien sûr, Fan vas-y. Nation, c'était Mike Brown avec 13 votes sur 25, suivi de Joe Mazzulla, 8,
Mhm. Michael Malone, Jack Vaughn, Doug Rivers, Taylor Jenkins, une voix. Et sur le site de NBA.com, le coach de l'année, donc à la mi-saison, c'était Jack Vaughn de Brooklyn avec 43%, Willie Green des Pelicans avec 23%, ce qui me fait marrer et mal au cœur à la fois parce que les Pelicans sont complètement Ouais. dégringolés depuis. Et Joe Mazzulla, 23%. Ouais. Également avait reçu des votes Mike Brown, Rick Carlisle et J.K. Bickerstaff. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle que Jack Vaughn était en tête des votes. Et Tout ça on pour, voit comme, ouais, tout ça pour avoir comme subi pour avoir repris les rênes des Nets et subir le ouais, c'est merdier Kyrie Irving pendant tout ce temps-là. c'est C'était ça, presque, c'est ça, on va lui mais donner un prix pour service rendu, quoi. et là, C'était on très voit que drôle. Mais Mike la Brown, je saison suis NBA. d'accord. Bah oui. Alors on voit que ces votes, c'est intéressant. On voit que la saison NBA bascule clairement après l'All-Star Game. Il y a vraiment un Ouais. avant-après. Joe Mazzulla des Celtics, moi j'avais mis dans mes mentions et je pense que s'ils avaient fait la même deuxième partie de saison que l'année dernière, ils seraient partis pour. C'est un coach rookie qui reprend une équipe finaliste Ouais, avec des jeunes joueurs aussi tout et d'un qui coup s'en sort admirablement. qui rencontre quelques difficultés aujourd'hui. Et, Et donc Mike Brown, ouais, moi ouais, je l'avais mis en premier. Bah voilà, en fait, ils sont à ce jour deuxième de la conférence Ouest, bien loin des attentes placées en eux en début de saison. Ils ont validé plus de 40 victoires, ils vont être en playoff là, Alors c'est sûr. j'ai noté ça d'ailleurs, Elvis. Je Oui, rebondis sur ce que tu dis vite fait. Ils oui, n'avaient oui. plus gagné 39 matchs depuis la saison 2005-2006, qui était la dernière fois où ils ont fait les playoffs. Et là, ils ont atteint ce chiffre le 10 mars dernier face aux Knicks. Et il reste un mois de saison à jouer. Enfin, il restait un mois de saison à jouer derrière ça. Là, aujourd'hui, ils sont à 42, je crois, victoires. 42, ouais. Donc voilà. Ben ouais, c'est la belle histoire de la saison et en plus, on oublie un petit peu, mais c'est vrai qu'ils jouent dans une division très relevée, la division Pacifique. Ils ont pas eu de bol Complètement. parce que ils jouent donc dans la même division que Phoenix, que les 2 équipes de Los Angeles et que les Warriors. Donc, voilà, depuis 17 ans, c'est compliqué, je pense, pour eux de tirer leur épingle du jeu. Donc là, c'est beau. C'est sa première année sur le banc des Kings. Bon, il a vraiment imprimé la patte Mike Brown tout à l'offense, tout à l'attaque, pardon, sur les Mike Kings. Voilà. Brown, oui, Mike Brown qui était plutôt réputé comme étant un coach défensif à la base. Mm. Et là Ouais, et là, aujourd'hui, il coach l'équipe qui affiche la meilleure attaque de l'histoire de l'NBA, ce qui est complètement, enfin, ouais, ce qui ne fait c'est fou pour aucun moi. sens. C'est clair, c'est clair. Et une des plus mauvaises défenses également Oui, dans le 25e de classe. la ligue, ouais. Ce qui est un gros Et point d'interrogation pour les playoffs. n'est-ce Mais pas, bon, ouais. Alors, est-ce que ce style va pouvoir perdurer? Je pense que pour les Kings, là, les gens sont, les fans et même les observateurs, les fans NBA sont juste contents qu'ils soient en playoff, en fait. Ça serait, voilà, ils vont avoir l'avantage du terrain, donc ils vont peut-être pouvoir passer un tour. Je sais pas s'ils vont très loin à voir, mais en tout cas, il ne faudrait pas la les belle enterrer trop histoire. vite. On en a parlé la Non, semaine dernière dans le podcast avec Shay Mamou, et je pense qu'il faut pas ou la semaine d'avant, mais je pense qu'il faut pas les enterrer trop vite, les Kings. et c'est vrai que c'est la belle histoire de la saison, là, même du sport américain en général. Donc voilà, quoi. Un tel retournement de situation d'une saison sur l'autre, c'est sa première année en plus, il découvrait l'effectif, hein, donc ouais, pour moi c'est le coach de l'année. J'avais noté un autre Michael Malone de Denver Ouais, aussi. c'est mon Voilà, deuxième choix, ouais. voilà, bah écoute, tu vois, ils sont voilà, sixième l'année passée, premier cette année. Il a bien réussi à réintégrer Jamal Murray, Michael Porter Jr. Et puis premier de la Euh, conférence Ouest, étant donné le voilà. niveau de cette conférence, c'est quand même pas rien. Et puis on sait que ce trophée aussi des fois récompense aussi sur la durée, sur plusieurs saisons, tu vois, une sorte Mmh, de mmh. régularité. Donc lui, depuis 2018, là, j'ai noté, ils n'ont pas une saison en dessous 46 victoires. Alors ça n'a jamais été très grand playoff, mais voilà, c'était voilà, pour la régularité, pour faire avec, encore une fois, entre guillemets, que Jokic et sans All-Star autour, à réussir à être premier de l'Ouest. Donc voilà, c'est bien. Ouais, je, je serais très surpris si c'est pas Mike Brown qui l'obtient, étant donné la surprise colossale que sont les Kings cette saison, et la Mm. délicieuse surprise Oui, que c'est cette clair. Beam Team Mhm. de toute la saison. Il y a eu une interview enfin, il y a eu un portrait de Mike Brown dans The Athletic où, où il a parlé de deux choses que j'ai trouvé très intéressantes. Il a parlé de l'apprentissage qu'il a eu, enfin, les leçons qu'il a retenues de son passage, notamment les deux passages qui l'ont beaucoup marqué, dit-il, qui Oui. sont les Spurs sous Popovich et Mhm. Steve Kerr aux Warriors. Oui. Et il parle de l'importance du quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, et à quel point c'est hyper important en fait dans un vestiaire
et selon lui, c'est aussi pour ça que les Kings cette année marchent bien, c'est qu'il y a une très très bonne entente dans le vestiaire entre les joueurs. Il y a un vrai groupe qui s'est créé. Il y a une vraie alchimie entre les joueurs. Et lui-même dit qu'il se sent capable de dire les choses, enfin, même si des fois il faut être dur envers les stars également, envers Sabonis et De'Aaron Fox, il se sent la liberté de le faire et il dit que ça, c'est excessivement important dans le succès d'une équipe, plus que parfois le personnel qui est à ta disposition et plein d'autres éléments. Et il a rappelé aussi un truc que j'ai trouvé, espèce de clin d'œil que j'ai trouvé assez fascinant parce qu'en NBA, on oublie que les choses vont tellement vite. C'est pour ça Ouais, que ouais. le sondage de mi-saison de la NBA est très drôle d'ailleurs. Mais la dernière fois qu'il a remporté le trophée de coach de l'année, il a déjà eu ce trophée en 2009 Ouais. quand il était coach des Cavaliers de Cleveland. Ouais. Cette saison-là, ils vont être éliminés en finale de conférence face au Magic d'Orlando. Alors tout le monde les balançait comme étant les favoris, hein. Clairement, Oui. c'était eux qui devaient aller en finale. C'était la finale rêvée de la NBA, LeBron James face à Kobe Bryant. Finalement, c'est les Magic qui se qualifient. 2010, ils sont éliminés en demi-finale face à Boston. Il est viré dans la foulée Mm. et LeBron James se casse de Cleveland pour rejoindre Miami l'été 2010. Mm. Et là, tu te dis, c'est dingue. En même pas 2 ans, le truc, Ouais. ça change du tout au tout, quoi. Mais Et je oui, me oui. dis, c'est dingue comment une belle histoire peut vite se Ah, ramasser total, quoi. ça va très très vite en NBA, ouais. Et dans l'autre sens aussi. Et là, voilà, c'est Ouais. l'exemple inverse avec les Kings, c'est complètement dans l'autre Bah non, sens. alors les Ah, Kings, ça fait un moment ils ouais. mangent, quoi. Ça fait 16 ans qu'ils ont pas fait les playoffs, les gars, Et quoi. là, ils vont tomber deuxième de la conférence Ouest. Alors c'est vrai qu'en plus, il a quand même eu en tant quand il était head coach à jouer avec, enfin à coacher, à gérer entre guillemets deux des plus grands joueurs de l'histoire que sont LeBron James et Kobe Bryant. Ouais. Et là, c'est vrai Oui, que il a je été coach des comprends Lakers, que ouais. ouais, je comprends que là, il se sent libéré, quoi. Enfin, il a des joueurs qui sont comme De'Aaron Fox qui a un petit pas encore des choses à prouver. Voilà, il a bien prouvé cette saison. Ce n'est pas qu'il ne faisait pas que scorer dans le vide. Sabonis qui arrivait d'un trade aussi, voilà. Donc, je comprends qu'il soit à l'aise à coacher ce groupe, quoi, et qu'il soit libéré en fait. Et ça se ressent sur sa gestion de l'équipe. Ouais, complètement. En tout cas, c'est clairement une des meilleures histoires de cette saison. On ne fera pas changer d'avis sur ça. On va passer à la meilleure progression de l'année, le trophée George Mikan. Alors pareil, tu vois, ça c'est typiquement pareil. Un trophée, je trouve, dont la définition reste floue pour énormément de fans. Moi, le premier d'ailleurs. Exactement, Je c'est serais vrai, pas, c'est vrai. je suis pas du tout celui qui va vous dire en quoi consiste exactement ce trophée et quels sont les critères euh, qui permettent de faire les choix. Voilà. Elvis, je te laisse exprimer tes choix. Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur ce trophée, c'est assez, on sait jamais trop qu'est-ce qu'on va récompenser. Est-ce qu'on passe d'un joueur bon à très bon, d'un très bon à Exactement. star, à deux stars à superstar? Oui, C'est alors toujours, est-ce que c'est un jeune joueur qui suit une évolution naturelle? c'est Est-ce ça. qu'il a vraiment un changement de statut ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui rejoint une blessure, genre un Derrick Rose, C'est pendant ça. qu'il Style est le en a, comeback player of the year, tu vois? voilà, c'est toujours très particulier. Bon, moi, j'ai quand même noté deux, trois noms qui se détachaient, selon moi, Ouais. et qui tombent dans toutes les catégories qu'on a Ah oui, attends, évoquées. Oui, vas-y. Après, je donnerai Fan Nation Ouais, alors moi Vas-y, vas-y. mes deux pour moi c'était Laurie Markkanen du Jazz et Ouais. Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma. J'hésitais aussi avec Jalen Brunson. Enfin, il y en a plein. Tyrese Haliburton pour moi. Il y en a, voilà, il y a Ouais. ces trois quatre joueurs là, mais sur enfin, Markkanen pour moi c'était les progressions la plus flagrante et encore enfin on savait pouvait être un franchise player. Il est énorme en sélection nationale. Il a fait un Euro 2022 de malade. Voilà, bon, je te Tu laisse. soulèves un très bon point. Tu soulèves un très bon point. Il y a aussi, dans tout ça, il y a aussi le club. Est-ce que le joueur est bien utilisé par son club ou pas? Et à partir du moment où il tombe avec un coaching staff compétent et un club qui investit dans le joueur, est-ce que ça change pas littéralement sa carrière, quoi? Effectivement, comme tu dis, Markkanen, Bah, le talent, il est tel là. Enfin, on avait l'impression, tout du moins, que c'était présent, quoi. oui, oui, c'est voilà, il était quand même à 15 points, 6 rebonds là avant d'arriver à Utah. Alors en plus, il arrive dans une équipe, comme on en avait parlé quand tu m'avais invité la première fois. Le Jazz c'était un peu l'équipe entre guillemets Ouais. de d'essai pour compte de tous les trades qui avaient été faits par le Jazz.
C'était un petit peu un assemblage avec un coach rookie pareil, on sait pas trop ce que ça allait donner. Et ben en fait un peu revanchard là-dessus, après son Super Euro, ouais, Markkanen il a vraiment explosé, très très bon scoreur. Il tourne presque en 50, 40, 90, donc 50% au tir, 40% 3 points Ouais, et 25 rebonds, quasiment 9 voilà, rebonds, quasiment 2 87% passes. au lancer. Première Ils sélection sont All-Star Game. voilà, ils sont aux portes du play-in. Il Mm. claque des gros dunks, il met des gros 3 points. Enfin voilà, c'est clairement il est dans la foulée de son super euro et du coup moi ce serait lui que je mettrais en MIP. Shai Gilgeous-Alexander, après, c'est encore autre chose. Il est un gros scoreur déjà. Là, il a plus de 30 points par match. Ouais. Euh, on est encore dans le débat. Est-ce qu'on passe de star à superstar ou de bon joueur moyen, joueur de banc à franchise player? C'est encore un peu flou, tu vois, cette définition, hein, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et toi, Laurie Markkanen, on peut pas. Enfin, est-ce que c'est un franchise player, Laurie Markkanen? Je suis pas sûr de ça. Mais sa progression d'un joueur style le cinquième homme d'un 5 majeur, Mm. un solide joueur de 5 majeurs NBA, il est devenu potentiellement, tu te dis, ça serait pas complètement fou qu'à l'avenir, il devienne le numéro 2 d'une franchise qui est sérieuse, Ouais, alors, ouais, qui après, peut être sérieuse, quoi. Ça semble pas voilà. complète, ça semble plus complètement hors de portée. Je dis Là, pas là, à qu'il en ce est là jour, non pour plus, moi, hein, mais ouais, je pense que là, il est. Alors, c'est vrai qu'il y a franchise player, il y a plusieurs niveaux aussi. Pour moi, il est le franchise tout à player fait. du Jazz. Par contre, c'est vrai que chez un contender, ouais, En il tout cas, il pourrait être porte même cette équipe redingue frais, sur quoi. son dos, ouais. Ouais, ouais. Il porte cette équipe sur son Ouais, dos ouais, depuis le début de complètement. saison, clairement. Mm. Et ça, c'est quand même, je vais dire, pour arriver à faire ça en NBA, il faut quand même réaliser le truc. La NBA, c'est la meilleure ligue Oui, de basket au monde. C'est-à-dire, ce qu'il fait, tu peux pas être là à ouais, être, à puis prendre ça à surtout, la légère, quoi. il avait aussi cette réputation qu'on lui attribuait. Genre, voilà, bon, il est bon, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu enflammé sur lui au début de carrière? Complètement. Il était un peu timide, un peu timoré, tu vois, sur ses anciennes équipes, Chicago notamment, Cleveland. On sentait pas qu'il voulait l'exploser, quoi, tu vois. Mhm. Et il avait peut-être ça dans un coin de la tête aussi, hein, je pense, hein. En arrivant là-bas, on dit bon bah le Jazz, ils vont tanker toute la saison, c'est sûr. Il n'y a pas de cohésion, il y a un coach rookie. Je pense que tout ça, je pense, que ça a dû jouer quelque part sur le collectif et sur lui pour montrer, dit bah attendez, enterrez-nous pas si vite. Et puis moi, je sais jouer au basket aussi, Mhm. donc voilà, ça sera un beau, je trouve. Après, ce qui peut jouer contre lui, c'est le bilan du Jazz, quoi, qui est pas fou. Ouais. Ils sont en Alors porte du justement, play-in, bon, est-ce qu'un bilan doit rentrer en ligne de compte pour un Most Improved Player? Moi, je je suis pas pense pas. sûr. Ouais, effectivement, je pense pas non plus. Et par rapport au nom que tu as cité tout à l'heure, effectivement, bah, Gilgeous Alexander, je l'ai aussi. Mm. Mais tu vois, t'as raison, la question se pose. Est-ce que je sais pas. Mm. Je me pose des vraies questions. Est-ce que Che Gilgeous Alexander rentre dans cette catégorie ou pas? J'en suis pas Bah, certain. après, ça Euh, tombe un peu comme sur le débat de Jamorant l'année dernière. oui, Enfin, voilà, voilà, exactement. il est passé de star à superstar et Ouais, all-star. à franchise player Ouais. incontesté, quoi, Mm. qui fait de son équipe, enfin, qui est moteur dans le fait que son équipe est un Mm. contender en puissance. Après, c'est vrai Euh, que au KC, je trouve aussi il a un profil assez particulier, Shai, c'est qu'il est très très fort au tir, il a plus de 50% au tir, plus de 90% au il est lancer, incroyable. et il ne tire pas à 3 points, quasiment pas. Sans être péjoratif, c'est une anomalie dans la NBA actuelle à son poste, Tout à fait. d'avoir un joueur qui marque autant sans marquer à 3, il tire quoi, 2-3 fois par match. Et OKC là est très bien, et dixième, il monte énormément au panier également, Je sais pas à mais quel point c'était ouais. à quel point on réalise. Enfin, il y a beaucoup. J'ai l'impression je sais pas si tout le monde réalise à quel point la saison du Thunder est totalement incroyable en fait. Ouais, Je c'est pense que comme pour le c'est jazz, on les donnait un peu à ouais, tanker, un peu à flotter, voilà. Peut-être que c'est assez incroyable les Shaggy juste résultats qu'ils allait faire obtiennent. une bonne saison, mais peut-être pour se faire un transfert après, mais pour le coup, c'était plus attendu, je pense, ce niveau-là de sa part à lui que pour Markkanen. Je pense que Markkanen, c'était Mm. plus une surprise quand même de le voir Oui, évoluer oui, à ce voilà niveau-là, quoi. exactement, c'est exactement ça. Je suis moins surpris de voir Shai Gilgeous-Alexander atteindre ce niveau-là parce que il s'est aussi débarrassé des blessures, qui arrêtaient pas. Enfin, il a enchaîné quand même pas mal de blessures les saisons précédentes. Là, il tourne à plein régime cette saison. Et voilà, et je pense que ça s'explique aussi comme ça, tu vois. Laurie Mm. Markkanen, bon, j'étais pas sûr que c'était ce joueur-là. Et franchement,
J'étais Oui. clairement sur le cul quand j'ai commencé à le voir enchaîner les perfs. Alors, Markkanen ce soir, c'est 32 points, 12 rebonds. Mmh. Quoi? C'est quoi ce truc? Ouais, plus du 3 points, plus, Voilà. du clutch, il y a de tout, ouais. Et dans les autres Qu'est-ce noms que que tu as tu dit, Tyrese Haliburton, je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai mis deux autres noms que je ouais. tiens absolument à citer dans ce podcast. Moi, j'ai mis Nick Claxton. Je trouve que Mmh. l'évolution de Nick Claxton cette année est absolument euh, exemplaire. Le travail qu'il a fourni cet été pour devenir le joueur qu'il est cette saison, où il est dans les conversations pour être un des meilleurs défenseurs de la ligue, clairement. Il n'aura pas ce titre-là cette saison, mais il est dans la conversation. Il y a plein de choses qu'il a améliorées, plein de subtilités dans son jeu qu'il a ajoutées, et je trouve ça admirable. Mmh. Jalen Brunson, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, aujourd'hui, ça se joue entre Markkanen et Jalen Brunson, plus qu'avec Chet Gilgeous-Alexander, étrangement. Mmh. Mais dans mon top 2, je dirais Markkanen, Jalen Brunson. Nick Claxton, je voulais le citer. Je voulais aussi citer Emmanuel Quickley. Je reparlerai de lui Oui, plus tard. Mais ouais. Emmanuel Quickley, pareil, grosse évolution cette saison. Je ne sais pas si on réalise bien à quel point il a évolué dans son jeu, à quel point son apport à New York en sortie de banc est énorme. Voilà, Ah ouais, c'est vrai, ouais. Après, je il trouve ça est assez encore jeune, tu admirable. vois, donc on Ouais, revient toujours pareil. Est-ce que c'est voilà, son évolution attendue ou pas? exactement. Bon, ça reste, il a été drafté très très loin aussi, donc ça peut aussi entrer en ligne de compte, effectivement, ouais. Sachant que il est drafté, alors, attends, je regarde, J'ai il dit était Fan Nation ou 25e pas? choix. J'ai Non, dit Fan justement, Nation. Non, j'attendais que tu me dises. Ah! Alors, Fan Nation, c'était Laurie Markkanen, 17 voix sur 25. Ensuite, c'était Shai Gilgeous-Alexander, 5. Il y a Tyrese Haliburton, Anthony Edwards et Nick Claxton, une voix. Pour NBA.com, à la mi-janvier, en janvier, c'était. Alors, il est où? Markkanen, tu vois, pas de surprise. Markkanen, 53% des votes. Shai Gilgeous-Alexander, 33% des votes. Et Haliburton et Anthony Simons, égalité avec 7% en troisième position. Voilà. Ok, bon. On va faire tac tac tac. On est où sur le rookie de l'année, le trophée Wilt Chamberlain. À toi de jouer, Elvis. Bon, bah, Paolo Banchero, hein, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas trop de débat. Voilà, alors, pareil, Fan Nation, c'est Paolo Banchero. Et Force. NBA.com, c'est Paolo Banchero, largement en tête devant tout le monde. Le seul mec qui sort un peu la tête du truc, c'est Bénédicte Mathurin. Ouais, ouais. Des Pacers. Donc, dans les deux cas, hein, Ouais, mais c'est Bénédicte ce que je Mathurin, m'étais noté aussi. Et bon, il après, obtient 2 voix sur 25 sur Five Nation et il obtient 3% des voix sur NBA.com. Voilà, moi je ne suis. Alors, je comprends le choix de Paolo Banchero, je vais te laisser expliquer pourquoi, mais je tiens à préciser une chose. Je fais un gros teasing là. Je tiens à préciser une chose, Elvis. Ce n'est oui. pas mon choix. Ah, Allez. attention. Ah, je ne suis Euh, pas d'accord avec toi, Elvis. Laisse-moi te le dire. alors, Vas-y, à écoute, toi de jouer. Paolo non, bah, Banchero, vas-y. ouais, ben voilà, elle est clairement NBA ready, plus que ready, quoi, hein. Plus de 20 points par Ouais. match, presque 7 rebonds, presque 4 passes. Il mène Orlando dans toutes ces catégories-là. Il est assurant, son niveau physique, il est prêt, enfin, il est tanké. Mm. Il est Il s'est imposé euh, naturellement comme le leader d'Orlando. complètement, et il a éclipsé Cole Anthony et tous les autres, voilà, qui étaient là avant. Après, je Euh, maintiens que l'évolution de Franz Wagner à ses côtés est tout aussi importante dans l'évolution du Magic. J'ai l'impression que ça a peut-être un peu pimpé l'apport de Banquero. Je dis ça, je me tais. Vas-y, je te non, non, laisse. non, 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 mais non, non, mais c'est Mais vrai. Franz Wagner, c'est un joueur absolument magnifique et je Mais trouve oui, oui, Franz Wagner, il on a dit ouais, préservé. Paulo Banquero, machin, tout ça. Non, je trouve Ah, ils sont complémentaires. C'est le ils sont big three très d'Orlando. complémentaires. Ils sont absolument délicieux à regarder jouer tous les deux. Si je suis fan du Magic, je suis absolument ravi d'avoir ces deux mecs-là dans mon équipe pour les années à venir. Mais voilà, bref, continue. Mais Je me oui, tais. voilà, meilleur scoreur des rookies. C'est le quatrième rebondeur des rookies, le troisième passeur. Voilà, enfin, il est présent dans toutes les grosses catégories. C'est un premier choix qui déçoit pas. Et voilà, moi, ce qui m'a vraiment enfin, pas surpris, mais si surpris, c'était qu'il était vraiment NBA ready, quoi. Hmm. Prêt à prendre ses responsabilités. Il n'y a pas eu de rookie wall, hein, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette sorte de, comment dire, d'écueil de mi-saison Hmm. ou une petite fatigue des rookies et commencent à découvrir la réalité d'une saison NBA et son marathon.
Donc voilà, quoi, clairement, s'il continue comme ça, je vais prendre de belles années dans la ligue. Et voilà, quoi. Une belle Et domination. t'avais un deuxième choix ou pas du tout? C'était Oui, Banquero, alors je m'étais Banquero, quoi. noté Mathurin aussi, par exemple, parce Ouais. que pas forcément entendu déjà à ce niveau-là. Pareil, c'est bien fondu dans le collectif des Pacers. Il a presque 17 points par match. C'est le troisième scoreur en sortie de banc, quand même, hein, de toute la ligue. Et voilà. Après, c'était un petit peu, peut-être un démarrage un petit peu moins. Voilà. Lui, pour le coup, il a vraiment connu des hauts, des bas. Ouais. Banquero, je trouve qu'il a été plus régulier, quoi. Ouais, Plus ouais, régulier dans la saison. Après, il y a aussi ce qui va jouer contre lui, c'est que il est blessé, là. Donc, ça, ouais, tout à fait. ouais. Alors moi, je tiens à préciser que dans les rookies que je voulais nommer, en plus de celui que je vais dire, qui est mon premier choix, bien évidemment, j'ai Paolo Banquero. Je suis Oui. pas, bien évidemment. Je fais un peu le troll quand même. Mais, j'ai aussi noté donc Bénédicte Mathurin, bien évidemment, Mathurin, bien évidemment, Walker Kessler, qui est une vraie Ouais, du belle Jazz, ouais. surprise également au Jazz. Presque en début déjà. Jeremy Sohan aux Spurs, dont je suis follement amoureux. Ouais. Mm. Mais celui qui a capturé mon cœur, celui je peux pas enlever mes yeux de lui, ce n'est pas possible. Je crois Et je, savoir, non? et je trouve absolument tout génial en lui et que depuis début février, ce mec tourne à 20 points par match, 5 rebonds, quasiment 5 passes, plus de 2 interceptions. Il shoot à 56% de réussite au tir, 47% à 3 points, plus de 86% au lancer franc. C'est d'ailleurs un des gros points noirs dans le jeu de Banquero, c'est son adresse qui est assez moche. Il avait commencé l'année en étant beaucoup sur la ligne des lancers francs et c'est beaucoup moins le cas ces derniers temps. Pour moi, faut faire très attention à son efficacité au tir à Banquero. Mais il est l'option numéro 1 au Magic et c'est plus compliqué. C'est qui, à ton avis? De qui je parle? Jalen Williams, non, c'est pas un... Ouais, exactement. Ouais. Ouais, de Casey, 12e ouais. choix de la draft du Thunder de Casey. Je suis absolument amoureux de ce joueur depuis le début de la saison. Hein. Mm. J-Dub, voilà, je l'aime. Et depuis février, il a atteint un niveau. C'est-à-dire que je pense très sincèrement, je- on Mm. pourra me ressortir cette bande dans 2-3 ans peut-être. Peut-être que le podcast n'existera plus à ce moment-là. Ouais, ouais, Mais, ouais. euh, mais je pense que de toute cette classe rookie, il est un des rares qui peut vraiment atteindre le statut de star, voire de superstar. Mm. De mon humble avis, je pense que le Thunder a mis les mains sur une pépite à fond. À fond, à 100%. Quoi. Ce mec, pour moi, est hallucinamment fort. Mm. Son, son intelligence de jeu à ce moment-là, il a 21 ans, je crois. Il a fait 3 ans. Donc, il était prêt, tu vois, quelque part. Il a Oui, la maturité oui. dans son jeu qui pourrait expliquer que. Mais merde, quoi. Je sais Mhm. pas quoi vous dire, mais Ouais, là, c'est communicatif. En plus, quand tu regardes, c'est vrai que ça mais il fait. est Moi, j'aime beaucoup. magnifique. Il est Mais oui, magnifique. Et il a c'est. des attributs athlétiques qui font que, enfin, la stratégie de Sam Presti de sélectionner des joueurs qui sont capables tous de dribbler, faire du playmaking, shooter un peu partout. Et l'autre gars là, Jalen Williams, qui est arrivé qui a intégré l'équipe parce que Kenrich Williams est blessé. Je sais, franchement, ils ont fait un carton plein, le Thunder sur cette sélection là à la draft. Ouais, bah, oui, Mais on est alors, content Jalen d'avoir. Williams, je pense vraiment qu'il a vraiment, vraiment un potentiel énorme. Et je m'en fous de ce que vous pensez tous. Je lui donne mon titre de rookie de l'année. Et je n'ai absolument aucun vote parce que tout le monde s'en fiche de ce que je pense. Non, non, Voilà. mais c'est vrai que nous, on est content d'avoir 150 000 choix de draft en stock. Ils les utilisent en plus à bon escient. Donc, ouais, en plus, c'est à l'image, je trouve, du Thunder, en fait, Ouais. ce pic, en fait. De sortir un peu des joueurs comme ça, pas, bah, qui avaient une bonne cote, mais qui étaient pas forcément attendus à ce niveau-là. Et ils donnent dans le bon environnement, quoi. Voilà. Ça joue vite, ça score beaucoup. Donc, non, il est bien là. Après, à voir à l'avenir
s'il n'y a pas, je pense pas, ça n'a pas l'air d'être le style de ces deux joueurs-là, mais avec une petite guerre d'ego ou de partage de la gonfle avec Shai Gilgeous-Alexander, parce que s'il continue sa progression comme ça et SGA aussi, est-ce que va y avoir assez de place pour tout le monde, tu vois? Bah, s'il est pas con, Euh, SGA, il se dit oh oh, on vient de mettre les mains sur une pépite, et ça ouais, va. Et je et vais te oui, c'est pour dire, ça que je dis que je pense pas que ça soit dans son attitude. oui, Ça a l'air d'être un joueur d'équipe, SGA, donc je pense pas non plus que ça sera un problème. je vais te dire tout de suite, Elvis, Mm. le début de saison prochaine, quand je vais faire les équipes les plus intéressantes à suivre cette saison, ok, si, ils sont top 1 ils sont à la première place de mon truc. Je suis en train de devenir ultra fan de cette équipe, enfin parce que ça a Mm. été mon équipe de cœur pendant très longtemps. Euh, Mm. et cette équipe avec le retour de Cheltenham Green, que j'appelle de Ouais. tous mes voeux, que ce mec-là soit en bonne santé la saison prochaine pour démarrer tout ça, parce que franchement, lui, SGA et Jalen Williams, wow, Ouais, ça va, mais ça va surprendre, et ça risque d'être c'est- surprenant. Ouais. ils vont devenir À enfin, surveiller. Ouais. pour moi en tout cas, ça va être l'équipe de jeunes la plus fun à regarder. Elle l'est déjà. Enfin, cette Oui, équipe t'as Josh joue Giddey aussi qui est incroyablement bien. excellent. Mais Ouais. oui, non, Ouais. mais il y a plein, il y a plein de monde dans cette équipe. Et il y a un moment, ils vont devoir faire des choix. Mais Lou Dort aussi que j'adore. Enfin bref, Voilà, il va y avoir même il y a de la très très bonne monnaie d'échange aussi mais ils ont que pour les ça. futurs trades, quoi. Ils en ont plein de Et partout. en plus des choix de draft qui n'ont pas été faits encore. Ils ont un Donc, coach que je respecte à 200%. Et pour moi, cette équipe, Dieu sait que j'ai douté, mais alors, pour l'instant, là, tout d'un coup, c'est en train de prendre forme. Et voilà, Jalen Williams, rookie de l'année de j'adore. Josh. Rookie de l'année de Josh, voilà. Exactement. Oh, on va passer au 6e homme de l'année, le trophée John Havlicek. Elvis, je te laisse la parole. Eh ben, comme John Havlicek était, pour ceux Oh, qui ne savent pas, je vois où tu vas. tu vois, était donc une légende des Celtics, hein, pour peut-être nos plus jeunes auditeurs aussi qui connaissent pas, la 13 fois All-Star, 8 fois champion NBA, MVP des finals. Eh ben moi, je choisis Malcolm Brogdon de Boston pour mon meilleur 6e homme, voilà, cette saison. Pareil. C'était déjà un starter et presque un All-Star en fait, hein, déjà avant d'arriver Ouais. à Boston. Euh, là, il devient 6e homme et il est le capitaine clairement de la seconde unit de Boston. Il est calme, il est serein, il a une très bonne vision du jeu. C'est une science du basket. Enfin voilà, pour moi, il est clairement. Boston a en plus un banc très très profond, hein, et enfin voilà, il pourrait être starter, que ça choquerait personne. D'ailleurs, Boston avait lâché énormément d'assets pour le faire venir. Et donc pour moi, il mérite complètement ce titre de meilleur 6e homme, quoi. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Fan Nation, il le donnait pareil, favori, avec 16 voix sur 25. Le second, c'est Norman Powell, que je cite aussi dans ma sélection. Moi aussi. Et 6e homme sur NBA.com, c'était. Il est où? Il est là. C'était Jordan Poole. Incroyable. Ouais, bon, Jordan Poole, 33% des suffrages mi-janvier. ça Malcolm bougeait. Brogdon, 23%. Maturin, c'est vrai que Maturin, il était dans cette course-là à un moment. 13%. Christian Wood, oh mon Dieu, 13%, le pauvre. Ouais. Si tu savais, Christian, ce qu'ils vont faire de toi. Non, oui, voilà, Malcolm Brogdon, t'as tout dit. C'était une des meilleures recrues de l'intersaison. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Incroyable en sortie de banc. C'est le troisième meilleur marqueur de l'équipe. Ouais. Une efficacité au tir. Tu C'est regardes incroyable. En sortant de banc, enfin, il tourne presque n'importe en quoi. 50, 40, Ouais. 90. Il l'avait déjà fait, hein, Ouais, bien sûr. Il fait cet partie de Indiana. ces rares joueurs qui ont fait ça Et en là, de le faire carrière. en sortie de banc, donc tu as moins de temps pour te mettre dans le rythme du match. Enfin voilà, je vais pas expliquer ce qu'est un remplaçant, Ouais. mais voilà, il incarne vraiment pour moi celui qui doit booster l'équipe ou les maintenir pendant que les starters se reposent. Et on sait que les second units peuvent changer le cours d'un match en NBA, quoi. Donc ouais, donc clairement, voilà. Non, mais Il n'y a magnifique. pas Et puis meilleure voilà. définition ce jour-là, quand même. Exactement. Puis comme tu dis, il a un basketball IQ, une intelligence de jeu qui est absolument incroyable. Il perd quasiment jamais les ballons. Il comble les trous en attaque et en défense, parce qu'en plus d'être un excellent chef d'orchestre, il est excellent en défense.
aussi parce que c'est un joueur très intelligent et qui sait exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Ton deuxième choix, c'était qui? Bah, c'était Norman Powell, comme Ah oui, toi. Écoute, Norman Powell. Clippers, Alors non, moi c'est pareil, pas mon deuxième des... choix. Moi je l'ai cité. Ah, J'ai cité d'accord. Norman Attends pour moi. Powell. Attends pour moi. Non, non, c'est pas, j'ai pas, non, c'est pas mon deuxième choix. Ah, non, mais moi, je l'ai mis, tu vois. Suspense. Ben, alors, aux Clippers, en plus, c'est rigolo parce qu'ils ont quand même eu un gros historique de meilleur Ouais, sixième homme avec, il y avait donc Crawford et puis Lou Williams et puis bah, Harrell aussi, Montrezl ouais, Harrell. ouais, tout à fait. Ouais. Non, un gros scoreur en sortie de banc, pareil. Enfin, je suis toujours épaté par ces gars qui voilà, en sortie de banc, marquent 17, entre 17, 20, 25 points par match. Avec des pourcentages lui aussi impressionnants. Certains Plus, disent qu'il est même pas le favori pour le titre de sixième homme du côté des Clippers depuis l'arrivée de Russell Westbrook. ben oui, alors voilà, il y a le banc qui est aussi assez profond. T'as aussi Eric Gordon qui lui prend des balles, Bones Island. Il y a beaucoup de, voilà, il y a un banc très profond de shooters aux Clippers. Westbrook, alors c'est vrai qu'on en parlait de lui au début, au début de la saison, dans le premier tiers de la saison là, on dit pourquoi pas dans les meilleurs sixième hommes sur le premier tiers de sa saison. Bon, là ça c'est à mon avis le débat s'est éteint, mais ouais, Powell, pour moi, pour le fait qu'il soit le gros scoreur en sortie de banc. Et Oui, pour puis le ouais, bon bilan des Clippers aussi. un des meilleurs arguments aussi concernant Norman Powell, c'est quand même que le gars est toujours là pour combler les absences soit Mm. de Kawhi, soit de Paul George, soit des deux. Et c'est quand même le soldat ultime de cette équipe des Clippers qui est là pour combler les absences des meilleurs joueurs. Et il a toujours fait plutôt un bon taf euh, dans ce rôle-là, quoi. Je veux dire, ils lui doivent quand même. Enfin, c'est quand même cool d'avoir ce joueur-là qui shoot à. Je crois qu'il shoot à quasi 43% de réussite au tir à 3 points il frôle les 5 tentatives par match. C'est Mm. énorme en fait. Mm. Il est redoutable Norman Powell. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça dans cette saison des Clippers. Je trouve que bon, il a. Ouais, oui, c'est Ah, pareil, tu le vois, narratif Brogdon s'envole. l'emporte. On a l'impression que Brogdon s'envole avec le titre de sixième homme. Norman Powell est un peu passé au second tableau depuis l'arrivée de Russell Westbrook et Eric Gordon aussi. T'as raison. Mm. Voilà. Il est un peu noyé dans tout ça, en fait, dans cet Ouais. excellent banc des Clippers. Alors, Du coup, son aura a un peu baissé. Puis c'est vrai qu'il y a aussi toujours ce narratif aux Clippers autour de Kawhi et Paul George. Alors, à raison ou pas, je juge pas, mais du coup, ça éclipse un petit peu le reste, quoi. C'est un petit peu, mm. c'est peut-être ça qui va jouer contre son dossier, je pense. J'avais cité aussi Bobby Portis. Bobby Portis, pour moi, reste un joueur qui devrait être cité dans ce genre de truc. L'apport du banc de ce mec-là est Ouais, bien incroyable. sûr, Enfin, l'énergie, ouais, enfin, je veux dire, l'énergizer complet. les Bucks, mais tu regardes leur effectif, mais c'est monstrueux. Non, mais elle est Mm. effrayante cette équipe, quoi. C'est Ouais, c'est clair. waouh. C'est pour ça qu'on la Là, donne ils ont aussi dans les récupéré favoris. Ouais. Goran Dragic là sur le buyout. Mm. Ah, je dis pas que Goran Dragic va bouger quoi que ce soit, mais mon Dieu, cette équipe, mais on va en parler encore après tout à l'heure. Mon deuxième choix, c'était Emmanuel Quickley pour le coup. C'est pour ça que je disais que j'allais en reparler. Ouais. Quickley qui participe largement à l'embellie des Knicks, surtout là sur leur récente série de victoires. Et je trouve que voilà, sa progression cette saison fait partie intégrante des bons résultats des Knicks. Il apporte vraiment quelque chose en sortie de banc. Quand il est là, je trouve qu'il a eu des perfs qui sautent vraiment aux yeux. Il correspond bien au profil, je trouve, de ce trophée. Et voilà, et je trouve, ce serait mon deuxième choix si Brogdon n'était pas Je devant. m'étais noté dans les mentions, ouais, effectivement. Après, Mais bon, un peu comme pour le trophée du MIP, tu vois, il est un peu jeune encore. Et est-ce que c'est pas la progression attendue, tout ouais, tout à simplement fait. Mais oui, c'est vrai que très très bonne saison. Et ouais, oui, Ouais, c'était un peu une excuse pour citer Emmanuel Quickley dans mon ouais, trophée, quoi. les Knicks, voilà, donnant un peu Hein. d'amour aux Knicks. Donc, non, non, mais Voilà, c'est. Non, tout à exactement. fait. Tout à fait. Ce qui rend, avec Bronson, et c'est vraiment des belles. Ça rafraîchit D'ailleurs, beaucoup le coach de narratif. l'année, je change mon choix. Je décide de le donner à Tom Thibodeau. Ah, il a déjà eu il y a pas longtemps. Faut Je changer. sais, je rigole. Jamais de la life. Au défenseur de l'année, c'est parti. Le trophée Hakim Olajuwon. À toi la parole, Elvis.
Moi, j'étais parti sur le triple J, la Jaren Jackson Oh, Jr. ouais. Voilà. Pas, C'est mon contrairement à deuxième d'autres. choix de D'accord, bah Triple tu J. vois, alors je vais donner tout de suite mes deux autres que j'arrive pas à me Vas-y. décider entre Brook Lopez et Bam Adebayo. Mhm. Sur Jaren Jackson Jr., le seul truc qui, pour moi, le met un peu au-dessus, c'est il est plus efficace, je trouve, en défense, en jouant moins, en fait. Il a moins de 28 minutes par match. C'est le meilleur contre la NBA. Il a plus d'une interception par match. Premier au defensive rating. Mhm. Premier, voilà, les Memphis, c'est parmi les meilleures défenses de la NBA. Ils sont même Alors, les premiers stats, sur 100 positions, donc ce qui est c'est toujours drôle, pas assez. c'est Ouais. que les stats avancées sont pas fans de Jaren Jackson Jr. pour le coup. Ben ouais, mais pourtant, enfin, son impact est réel, Ouais, ouais. avec en plus un temps de jeu inférieur. Donc ça, ce trophée, c'est pareil. On va donner un trophée individuel à quelque chose qui est plutôt collectif. Hein, tu vois, c'est Tout à un fait. seul Je bon suis défenseur absolument dans une d'accord avec équipe ne toi. fait pas gagner une équipe. C'est aussi l'impact qu'il a sur ses coéquipiers. Et si Non, non, ses mais c'est pour ça coéquipiers que ne le font pas, je trouve ça intéressant que tu cites Jaren Jackson Jr. parce que j'étais moi-même extrêmement surpris de découvrir ça. Je m'étais pas penché sur les trophées et sur le défenseur de l'année. Euh, pour moi, clairement, il était largement parmi les favoris et j'ai l'impression que c'est lui enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain consensus autour de lui ouais, ouais, moi, je trouve pour ce aussi. trophée. Mais j'étais assez étonné et surpris de voir que dans les stats avancées, eh ben, c'est pas aussi clair que ça, quoi. Et Non, alors moi j'ai noté, tu vois, assez j'ai vu surprenant. premier au defensive rating, mais c'est vrai hormis ça, je veux dire, forcément étant meilleur contreur, il arrive dans les stats avancées des contres assez haut. Après, je pense qui joue en sa faveur, c'est aussi la réputation de Memphis, ce côté dur, hargneux, tu vois, cette image que eux-mêmes veulent se donner, mais qui se retranscrit quand même dans leur classement, hein, dans les meilleures défenses de la ligue. Donc, je pense que tout ça fait que il aura une petite avance sur, par exemple, Bama Adebayo, qui a un bilan collectif un petit peu en dessous. Et Brook Lopez, moi je m'étais mis, voilà aussi, gros contreur, un gros big man dans la raquette. Il y a une stat assez folle que j'ai notée là en préparant l'émission. Il a contesté cette saison, Brook Lopez, plus de 1000 tirs à 2 points. Le deuxième, Mm. c'est Zubac, il a à peine 600. Donc tu vois déjà la différence dans la raquette, Ouais. l'engagement en fait du joueur, l'implication dans la défense. Alors, rien que de le fait de contester, sans parler de contrer, hein, mais rien que le fait d'être présent dans la raquette et de contester ces tirs-là, fait que voilà, j'aime beaucoup Brook Lopez aussi. Je trouve que il est essentiel pour moi. D'ailleurs, Giannis l'a dit hier ou il y a quelques jours là que pour lui c'était l'un des joueurs les plus importants de ce collectif. Donc voilà, mes deux frontrunners. Fan Nation donnait Jaren Jackson Jr. avec 16 voix sur 25. Deuxième, Brook Lopez avec 6 voix. Bam Adebayo 2 voix. Nick Claxton 1 voix. Et sur NBA.com, c'était Brook Lopez avec 37% des suffrages exprimés. Jaren Jackson Jr. 27%. Jarrett Allen 10%. Avait reçu également des votes OG Anunoby, Joel Embiid, Bam Adebayo, Dylan Brooks, Draymond Green. Moi, mon premier choix, c'est Brook Lopez. Brook Lopez, pour toutes les raisons que tu viens de dire, aussi pour son intelligence de placement. Je ne sais pas si on réalise à quel point il est d'une intelligence redoutable dans sa façon de jouer le drop coverage. Euh, le moment où il va contester, le moment où il prend un pas de recul, la façon dont il a de, enfin, il doit connaître les scouting reports sur tous les joueurs des équipes adverses sur le bout des ongles. Enfin, on sent que c'est un joueur incroyable. Si tu écoutes Mac Budenholzer parler, si tu écoutes Giannis Antetokounmpo, parce que c'est un truc qu'on dit souvent. Brook Lopez, tu parles de lui et on dit ah mais est-ce qu'il est seulement le meilleur défenseur de son équipe? Parce que tu as Antetokounmpo aussi, tu as Drew Oui, Holiday aussi. ouais, bien sûr. Euh, Ah, c'est... alors là, on citera pas Middleton, mais Middleton est un défenseur très solide quand il est en bonne santé. Cette équipe des Bucks, Ouais, elle ça est fait peur. Hein. Ouais, complètement tarée. C'est Mm. taré. À Ouais. l'intérieur, ils ont Brook Lopez, qui en termes d'encre défensive est selon moi le meilleur défenseur de la ligue actuellement. Et tout ça à 34 ans. Hein. Mm. J'ai fait un Ouais, podcast, je vous invite, chers ouais, c'est auditeurs, vrai. C'est vrai. à remonter l'historique du podcast. J'ai fait un podcast où on parle de Brook Lopez et de sa transformation en tant que joueur. De son début de carrière aux Nets à aujourd'hui, ce mec a totalement
transformer son jeu, et Mm. franchement, c'est admirable. Et Mm. on avait parlé de ça, par ailleurs. Brook Lopez, donc encre défensive absolument la meilleure de la ligue selon moi. Giannis Antetokounmpo, probablement si ce n'est le meilleur help defender, défenseur en aide de la ligue. Et sur les lignes arrière, tu as Jrue Holiday qui est le joueur que tu créerais si tu devais créer le défenseur ultime sur le périmètre, et Chris Middleton. Bon courage aux Bon, en équipes playoff, qui ouais. vont se On sait partir, les que- Bucks, en Si tout playoff. le monde reste en Bon, forme, ouais, c'est. Je se pense que dépatouiller de ces gens-là, ça va être un enfer. ouais, et puis Un surtout, enfer. ils ont l'expérience des playoffs. Ils sont Ils champions. étaient champions il y a 2 ans, donc c'est simple. Donc, Boston qui était magnifique jusqu'alors, ils sont un peu dans le dur. Joe Mazzulla, il commence un peu à montrer des limites en termes de coaching. Damon Stoudemire vient de quitter le coaching staff pour partir coacher ailleurs. on s'y est, ouais. Poids. Il y a des choses là qui se passent dans la conférence Est. Est-ce que j'ai confiance dans les Sixers alors que eux ils sont en pleine bourre pour le coup? Pas vraiment. Tant que James Harden Et m'a pas démontré ouais, plein c'est de ça. choses, et que Joel Embiid m'a pas démontré plein de choses, Mm, et que Doc Rivers m'a pas démontré plein de choses, mm, ben je vais rester très 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 timide concernant les ouais, Sixers. on va tous être prudents sur ça, mais, Voilà, mais tu vois, les Bucks, ils tu parlais cochent de la toutes les cases quoi. et puis en plus, C'est le fait qu'ils soient tous en bonne santé, alors Portis là en ce moment qu'a priori qui est incertain, mais Mhm. le fait qu'il soit en forme, Brook Lopez, ouais, ça joue grandement à mon avis sur l'excellente deuxième partie de saison Tu- des Bucks. Hein. Attends, le mec a été opéré du dos l'an dernier. Mm. Et je trouve qu'il n'a jamais été aussi mobile sur un terrain de basket. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, pour moi, quand on me Ouais, dit ouais. un mec de 2,16 m, et je sais pas combien de kilos il pèse, ce gars-là se fait opérer du dos, je me dis, ouah là là, potentiellement, ça va être très compliqué pour sa fin de carrière, quoi. Non, Ouais, non, non, le mec, t'as l'impression qu'on après, lui a voilà, mis une hanche bionique, et que tout d'un coup, il se déplace. Regardez ses déplacements latéraux à Brook Lopez sur un terrain, mais c'est n'importe quoi. Comment c'est trop bon, quoi. Il est incroyable. Il est incroyable. Je, moi, je suis beaucoup plus impressionné par les mouvements de Brook Lopez. Et je parle pas du fait. Je veux dire, Jaren Jackson Jr., c'est mon deuxième choix, hein, Jaren Jackson Jr. Je suis pas en train d'essayer de casser sa candidature, pas du tout. Mhm. Pour moi, Jaren Jackson Jr. est un défenseur spectaculaire. Il est Oui. spectaculaire quand il contre, il est spectaculaire quand il intercepte, mais il a tendance à faire beaucoup de fautes, à se livrer pas toujours au bon moment. Voilà. Je trouve que il y a encore des choses à améliorer dans sa défense. Et c'est un défenseur élite, il n'y a aucun problème. Si le mec il est deuxième du classement, ça va quoi. Ça veut dire qu'il est, Bah, c'est sûr, c'est sûr. il Oui, il fait sera dans la partie de first team, à mon avis. l'ultime gratin de la NBA, les Oui, bien amis. sûr. Voilà. Mais Où je je le trouve mettais un peu en que plus, voilà, moi, c'était plus efficace en moins de temps, mais enfin, c'est vrai que Brook Lopez est dans un collectif de défenseurs. Et il est le point d'ancrage dans la raquette de cette défense. Donc, il y a aussi tu sais, on parlait au début de cette rubrique sur le meilleur défenseur, l'impact que tu as en tant que défenseur individuel sur la défense de ton équipe. tout à Comme fait. Rudy Gobert, il faisait peur, il était dissuasif, tu vois. Les gens disent, bon, il y a Rudy Gobert dans la raquette, je vais peut-être pas aller faire 36 pénétrations ce soir. Ben, Brook Lopez, c'est un peu ça aussi, tu vois. Tu vois ce mammouth, ce mec qui est énorme, là, ce géant en plein milieu, tu lui dis, bon, Qui est il toujours faut que je devant passe toi en fait. oui, il faut que je fasse T'arrives pas à le Antetokounmpo, bouger il de faut que je devant fasse toi, Jrue quoi. Holiday. Et voilà. Et rien d'avoir cette dissuasion est C'est important clair. dans ce T'imagines, trophée-là. Mm. tu t'en sors, t'arrives à passer Jrue Holiday. Pouah, déjà, t'as galéré. Ensuite, t'arrives dans la raquette, t'as Brook Lopez. Oh putain. Imagine, t'arrives à l'effacer, et là, tu vois Giannis Antetokounmpo dans ton rétroviseur, qui arrive avec le bras tendu pour essayer de te bâcher le ballon contre Ouais, le, ouais, contre le panier. et puis Mais là, t'as sans Billy Portis qui t'arrache la balle des mains. Enfin, voilà, l'enfer. ouais, Franchement, j'étais très chaud sur Boston en termes de conférence Est, parce que j'ai fait un podcast avec Julien Muller, et, euh, oui. et j'étais assez persuadé que Boston, franchement, Boston, ils étaient tellement sur cette lancée incroyable des finales NBA avec l'esprit Mm. revanchard et tout ça. Les Bucks, à ce moment-là, ils étaient en train de réinsérer Middleton. Il y avait quand même beaucoup de questions. Comme je disais tout à l'heure, Giannis dans le clutch, c'est pas trop ça.
Et, en termes d'efficacité, vu qu'il a dû en faire beaucoup plus qu'habituellement, c'était pas non plus trop ça. Je me suis peut-être laissé un peu emporter par ça. Bon, Non, après, j'ai après, bien dit que c'était aussi. Milwaukee et Boston, pour moi, c'était clairement les deux équipes qu'il fallait se coltiner dans la conférence Est. Là, c'est marrant parce que sur la dernière ligne droite avant les playoffs, j'ai l'impression que les Bucks sont clairement en train de tourner, enfin de prendre un Oui, ils se ascendant. mettent en mode playoff, quoi. Ouais. Et puis Que Boston, tu sens pas. de prendre un ascendant alors que Boston marque le pas, j'ai l'impression. Oui, tu sens pas que Boston est en train de se mettre en mode playoff en disant bon, on laisse filer quelques matchs, c'est pas grave, le temps de se reposer. Moi, je sens pas ça chez Boston. Je sens une sorte de fébrilité. Je Tu vois, sens, ouais, le cas de Grant Williams comme à si c'était en Boston, bout de course, par exemple, tu vois. ouais. Tu vois, le cas de Grant Williams, pour moi, illustre assez bien les questions qui entourent Boston. Grant Williams, l'an dernier, le gars était indiscutable dans la rotation, tout ça. C'est un joueur qui va être excessivement important si tu as un duel Boston-Milwaukee, parce que c'est un des rares gars de la ligue qui est capable de défendre de façon assez crédible sur Oui. Antetokounmpo, parce qu'Antetokounmpo, c'est un cauchemar pour tout le monde. Mm. D'ailleurs, ça c'est pareil, ça joue dans son cas de MVP, Antetokounmpo. Hein. Je veux dire, je Oui, pense qu'il n'y a c'est pas vrai. un coach dans la ligue qui, quand il voit demain on joue Milwaukee, merde, on joue Antetokounmpo, comment je vais faire quoi Ouais. on va se faire marcher dessus pendant 48 minutes, clairement. Euh, tout ça pour dire que Boston, ouais, il me semble un peu plus fébrile tout d'un coup. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Pareil, tu vois, le fait que Robert Williams arrive jamais à être en bonne santé. Ouais, Enfin, je veux dire, t'as ça. l'impression que les mecs, ils vont commencer les playoffs. Est-ce que Robert Williams va être capable de rester en bonne santé pendant Ouais, quatre tours de oui, c'est playoffs? ça. La vache, quoi. Est-ce qu'il va Surtout faire une nouvelle dans une chance à série milieu, quoi. potentiellement aussi physique. Admettons, ils arrivent en finale de conférence contre les Bucks. Est-ce que Robert Williams ressort en vie de de Oui. cette Est-ce qu'il confrontation? arrive à la faire en Est-ce qu'il entier? finit pas sur un brocard au bout de 12 Ouais, minutes au bout de 12 minutes du game 1? Enfin, j'exagère, alors mais que voilà, on sent Milwaukee et avec cette grosse défense là à se mettre en route tranquillement et à engranger un maximum de confiance là avant les playoffs. Alors dans les mentions, moi, tu vois, on a parlé de Bam Adebayo. J'avais bon, le bilan est moins flamboyant, on va dire, que Milwaukee ou Memphis. Plus mobile, quoi, et switch plus facilement. Ça fait des années qu'il est dans la conversation, ouais, je suis d'accord. Ouais. je sais pas s'il l'aura un jour en fait, parce que même quand Miami gagnait des matchs, il était pas, il n'a pas été lauréat. Donc voilà, c'était ça voilà, mes trois défenseurs, quoi, et trois big men encore. Le Ouais. temps de l'ailier de Marcus Smart, c'était vraiment une parenthèse Faut qu'ils en dorée. profitent tous là, parce que le jour où Evan Mobley arrive à maturité, Oui. je rigole. Non mais lui, je pense que dans les années à venir, le duel Evan Mobley et Jaren Jackson Jr. potentiellement, à moi, alors j'espère ils vont avoir une belle carrière, une belle et longue carrière devant eux, ces deux joueurs. Mais ça peut être très très fun. On va terminer ce podcast avec le titre, le trophée Jerry West, le joueur clutch de l'année. C'est la première fois que ce trophée va être décerné. Je t'avouerai, on en a parlé vite fait en off tout à l'heure, toi et moi. Je t'avouerai que je n'ai aucune idée de la manière dont juger ce trophée. Je sais Ouais, pas. on J'ai sait hâte pas de voir trop. en fait Ouais. comment la NBA, enfin qui ils vont récompenser pour essayer de voir sur quels paramètres on juge ce truc-là, quoi. J'ai du mal à Euh, comprendre. Alors, j'ai bossé hein, sur la question. Si je regarde aujourd'hui le clutch NBA concrètement, donc le clutch en NBA, c'est un match à plus ou moins à 5 5 points ou points, moins voilà. à 5 minutes de la fin. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, je donnerais le trophée à De'Aaron Fox. Clairement, avec Sacramento, il a montré Et encore et pareil, ouais. encore et encore le truc. J'ai regardé hein, dans les moments clutch, il tourne à 5 points par match. C'est le meilleur de la ligue hein, pour un mec qui a joué des minutes et un certain nombre de matchs. Il est à 54% de réussite au tir, 31, plus de 31 à 3 points, plus de 85% au lancer franc. Voilà, je le donnerai à lui. Mon second choix, ce serait, voilà, tu me demandes de prendre un shoot à la dernière seconde, ce serait soit Damian Lillard, soit Steph Curry. Mais j'aurais une préférence pour Damian Lillard, c'est lui que j'ai choisi en deuxième choix. Parce que pour moi, Damian Lillard, c'est la définition même de l'idée que je me fais d'être clutch en NBA. Eh ben, écoute, je te rejoins Voilà. complètement là-dessus. Je m'étais dit, alors Damian Lillard n'apparaît pas dans ces classements de clutch points et Non. toutes ces stats avancées, mais pour moi,
Enfin, si on pour le premier trophée, il pourrait très bien avoir une surprise et la NBA décide de décerner un joueur qui incarne le entre guillemets le clutch quoi. Qu'est-ce que c'est d'être clutch en NBA dans l'histoire de la NBA? Et effectivement, pour moi, Damian Lillard, c'est lui. Vu que Joe Johnson n'est plus en NBA et Hmm. où on sait qu'il a marqué un paquet de buzzer beaters. Moi, ouais, pour moi, Damian Lillard, je m'étais noté Jimmy Butler aussi, de Rosanne, tu vois, dans les dernières secondes. Bah, c'est marrant, c'est marrant, j'avais cité quelques noms de ce classement que j'avais trouvé assez amusant d'ailleurs. Des joueurs qui, tu sais, Euh, qui peuvent se créer leur tir ouais, dans à peu près n'importe quelle circonstance. Fox est Et premier, effectivement, DeRozan est deuxième de ce classement. Tu as raison d'accord, de le deuxième, ah, ok, mentionner. Il est ouais. deuxième. Bradley Beal est troisième. Ouais, Bill aussi, ouais, Ensuite, il y a ouais. Stephen Curry qui figure là en bonne position, mais qui a des pourcentages qui sont un peu bizarres. Derrière Curry, tu as Jalen Brunson. Jalen Brunson dans le clutch, c'est 4 points, 4 points inscrits dans le clutch, avec des Ok. pourcentages de dingo, 50% au tir, 37% à 3 points. Il fait partie des meilleurs pourcentages. Il y a Zion Williamson qui est là, Joel Ouais, Embiid est là, Luka Doncic est d'accord. là, Jokic est là, LeBron James, Kyrie Irving, Jimmy Butler. Enfin voilà, il y a tous ces mecs-là. Après, tu vois, on sait, enfin, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais je sais pas trop pareil sur quels critères se baser. Est-ce qu'on se base uniquement sur ces points-là? Parce que être clutch, enfin, Je tu sais sais comme pas. moi, Je c'est sais pas pas, c'est ce que. forcément prendre Ouais, le ouais, dernier tir. Ça peut être c'est ça, faire un contre, faire une passe, appeler un temps mort. exactement. Enfin, tu vois, il y a plein, plein Ne de pas façons perdre d'être la clutch. balle, rien que Ne ça pas perdre déjà. la balle, Tu vois, ne ne pas pas faire de la faire merde. comme J.R. Smith en finale NBA, et tu vois, Voilà, et s'en ne aller pas avec, tu comprendre vois. où on en est avec le score et l'horloge. Il y a plein, plein de façons d'être clutch. Alors, je pense qu'ils vont partir sur les points marqués, les buzzer beaters, ce qui est spectaculaire. Et bah, pour faire honneur au nom du trophée, voilà, Jerry West. Mais pour le coup, c'est un petit peu réducteur pour moi de se baser Ouais, uniquement sur les points marqués dans les 5 dernières minutes, là, avec 5 points d'écart. c'est pour ça que je te dis, je Bon. suis très très curieux de voir la justification derrière tout ça Mm. Si par c'est rapport uniquement sur de la au stat, premier c'est un petit peu lauréat. dommage. Alors après, c'est vrai que pour Oui, De'Aaron Fox, ils ont un bon bilan. Et j'ai noté, cette année, il a fait 4 buzzer beaters, hein, ou tir clutch dans les dernières secondes. Donc pour le coup, c'est vrai que oui, pour le coup, c'est assez facile en il fait fait concernant gagner son De'Aaron équipe. Fox. Voilà. Voilà. Et en plus, les Kings l'an passé étaient infoutus de gagner des matchs dans le clutch. C'était de la Mm. merde à chaque fois. Ils ont perdu un nombre incalculable de matchs. Ils se sont passés parce qu'ils n'étaient pas foutus de se dépatouiller dans les moments décisifs. Cette année, c'est l'inverse total. Et De'Aaron Fox est au centre des choses. C'est lui qui fait, qui est souvent, qui joue les premiers rôles, que ce soit d'ailleurs au scoring, dans la passe. Pour le coup, si tu vois un peu ce qu'il fait, même défensivement, hein, De'Aaron Fox, autant les Kings défensivement, de point de vue collectif, ne sont pas très bons. De'Aaron Fox, je trouve que c'est un très bon défenseur. Euh, Faudrait que je dis ça. Je parle de ce que je vois. J'ai même pas regardé sur les stats. Que disent les stats de ça? Moi, c'est juste que quand je le vois, je le trouve. Je trouve que c'est un très bon joueur. Mais voilà, Mais est-ce que le clutch, c'est uniquement marqué le buzzer beater? ouais, Mais c'est ça, enfin, ouais. pour moi, ce n'est pas ça. Après, la définition de la NBA étant les points marqués. Mais voilà, il y a beaucoup de façons d'être clutch et pas uniquement que le scoring. Et du coup, il y a énormément de joueurs qui peuvent entrer dans cette catégorie, quoi. Mm. J'ai Donc, très très ouais, hâte de voir. ça va être surprise, ouais. Mais après, on peut aussi considérer ça, tu sais, comme un peu comme le MIP, c'est une sorte de deuxième ou troisième MVP. Enfin, je sais même pas Mhm. comment dire. Si on classait les joueurs par tiers, en fait, tu vois, c'est un petit peu une sorte de titre honorifique. Bon, est-ce En tout cas, que potentiellement, ça. les... Ouais, je sens bien que ça va être un trophée, en tout cas, qui va potentiellement animer encore des débats, les débats sur les réseaux Oui, tu sociaux. sais, C'est peut-être aussi l'objectif de l'NBA, tu sais. oui, et puis c'est comme quand par exemple on parle de, tu sais, on compte les triples doubles avec Mm. les screen assists par exemple. Tu vois, c'est des débats, des débats un petit peu, voilà, un peu Tout à poussés. fait. Est-ce que là, est-ce que dans les années à venir, on va se passionner pour ce trophée clutch? En tout cas, bon, il a le mérite d'exister et voilà, permet de montrer aussi un autre aspect du jeu NBA et des joueurs NBA. T'as amplement raison. Merci beaucoup, Elvis, de m'avoir accompagné. Mais merci à toi de m'avoir invité, c'était cool. C'était vraiment cool. J'ai passé un excellent moment. Bon, Merci, pareillement. Mhm. merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Voilà. Je le redis, tiens, pour une fois, mais n'hésitez pas à faire des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, les petites étoiles, tout ça, pour dire que vous appréciez le podcast. C'est toujours une bonne chose, surtout quand on arrive en fin de saison. Voilà, pour la survie de ce podcast, pour que bah, les gens qui décident de la vie de ce podcast puissent être convaincus que c'est une bonne chose. Donc merci de votre aide et merci de votre retour Mhm. déjà. À vos Et puis votes. bah
Ouais, voilà. Et puis, merci d'être là, d'être fidèle au podcast. Franchement, on est un petit groupe de fidèles. Je vous vois tous. Hein, on est un petit groupe à suivre ce podcast. Et voilà, sachez que c'est très agréable de faire ça et de vivre tout ça avec vous, de partager cette passion avec vous. Merci à vous d'être là chaque semaine. Et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.